Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue dans Super Docteur. Aujourd'hui, je vous propose un épisode exceptionnel qui nous raconte une histoire digne d'une série Netflix. Nous allons en effet plonger dans la crise du lévothyrox, ce médicament prescrit à des millions de patients en France pour réguler leur thyroïde, dont la nouvelle formule a semé la panique en 2017. Vous allez découvrir comment un homme, avec son incroyable détermination scientifique, a tout mis en œuvre pour démontrer qu'il y avait bien un problème dans la fabrication de ces comprimés, alors que les autorités de santé, les laboratoires, et même une partie du corps médical restait fermement convaincue qu'il n'existait aucun souci. Une véritable quête de vérité portée par la volonté de prouver les faits par la science et de ne pas céder à la pression extérieure ou aux émotions quand on est persuadé d'être sur la bonne voie. Dans cet épisode, nous allons parcourir les grandes phases de cette affaire, depuis l'apparition des premiers effets indésirables jusqu'aux analyses en laboratoire qui ont bouleversé le scénario officiel. Nous verrons comment mon invité, Jacques Guillet, a rassemblé autour de lui d'autres acteurs du monde médical et associatif pour finalement mettre en évidence des éléments restés longtemps dans l'ombre. Et vous allez être étonné de voir à quel point la réalité peut parfois dépasser la fiction. Bonjour Jacques. Bonjour Mathieu, c'est un plaisir de te rejoindre. Écoute, c'est moi, c'est un honneur de te recevoir. Avant que l'on plonge dans cette fabuleuse histoire, est-ce que tu peux, Jacques, s'il te plaît, te présenter succinctement? Tu as tellement de casquettes différentes et une longue carrière. J'aimerais ne pas commettre d'impair. Peux-tu te présenter avant que l'on plonge dans le vif du sujet, s'il te plaît? Oui, au départ, je me destinais à être généraliste, et puis j'ai bifurqué vers la pédiatrie, puis j'ai bifurqué à nouveau vers la biophysique, qui est une spécialité de biologie. Je suis donc biologiste des hôpitaux, vers la médecine nucléaire, donc il y a l'imagerie. Étant biologiste et médecin nucléaire, en ce temps-là, il n'y avait pas de radiopharmacien, donc j'ai joué le rôle de propharmacien, et par ce canal-là, évidemment, je me suis intéressé beaucoup aux médicaments. Je me suis intéressé aussi évidemment à la radioactivité, et même aux retombées de Tchernobyl, puisque j'ai fait partie de la commission Orango, qui a évalué les conséquences sanitaires éventuelles. Et puis également, j'ai un diplôme du Conservatoire national des arts et métiers sur les sciences nucléaires et la radioprotection, et quelques autres choses. Voilà, mais l'essentiel est dit. Et donc, toutes ces casquettes différentes t'ont amené à être donc conseiller scientifique pour l'Association des malades de la thyroïde, qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Je te remercie d'avoir précisé tout ça parce que cette transversalité de tes différentes disciplines va nous être très importante pour la suite de l'épisode. Nous allons donc parler tous les deux de la crise du lévothyrox, suite à la tribune libre que tu as diffusée dans la fabuleuse Revue du praticien du mois de février de cette année, dont je recommande chaudement la lecture régulière à tous nos auditeurs. Et donc, pour commencer, Jacques, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement comment cette crise du lévothyrox a démarré en 2017 et pourquoi cette nouvelle formule a été imposée aux patients? Alors, le début en 2017, c'est très simple. Je me promenais dans la campagne, je reçois un coup de téléphone de l'Association française des malades de la thyroïde, alors que le changement de formule venait d'être effectué. On me dit, c'est curieux, au changement de formule, alors que les autorités disent qu'il n'y aurait rien à voir, on a de plus en plus d'alertes de gens qui ne supportent pas le passage, qui se disent il y a un problème. Donc, moi, convaincu de la bonne foi et du laboratoire et de la NSM, et puis par ailleurs, ayant une grande confiance dans le lévothyrox, parce que c'était une révolution quand ça avait été introduit, je me disais, c'est pas possible. Donc j'ai dit, bon, écoutez, continuez à observer, c'est peut-être juste transitoire, et on va voir. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait changé de formule? C'était très simple. C'est parce que
au moment où les génériques sont arrivés, en 2009-2010, des génériques du lévothyrox ont été introduits et que l'introduction de ces génériques, qui étaient obligatoires, a déclenché à ce moment-là déjà une crise avec les gens qui ne supportaient pas le passage. Et en fait, on constatait qu'il y avait très souvent des hypothyroïdies à ce moment-là au changement de formule. Donc cette partie-là, quand même, m'avait un peu inquiété, ce d'autant plus que l'ANSM, c'était l'AFSAPS à l'époque, avait mis sous surveillance le lévothyrox, qui n'avait jamais posé aucun problème à ce moment-là, et les génériques. C'était assez curieux que ce mélange-là. Donc ça m'avait choqué. Ça avait choqué aussi beaucoup de médecins, au point que nous avions obtenu, médecins, le droit de mettre non substituable, c'est-à-dire garder le lévothyrox. Tout ça pour dire que le lévothyrox ne posait aucun problème à l'époque et les autres formules en avaient posé, au point que, en pratique, les génériques du lévothyrox ont été retirés du marché. Donc je comprends qu'à l'époque, tu es déjà à l'Association française des malades de la thyroïde. Tu Je es... Je ne suis pas à ce pas moment-là à encore. l'Association française des malades de la thyroïde. Je suis médecin, je m'occupe beaucoup de thyroïde en médecine nucléaire. On voit la scintigraphie et la biologie, il y avait les dosages hormonaux aussi. Et manifestement, les problèmes étaient évidents. Vous voyez les hypothyroïdies, les TSH qui montaient. Donc vraiment, ça posait des problèmes. Et c'était la Société française d'endocrinologie avait aussi Hmm. monté au créneau et avait bloqué cette substitution obligatoire. Et donc à cette époque, toi tu es soignant, tu es médecin, tu commences à entendre parler de beaucoup de problèmes dus à cette nouvelle formule. Et quelles sont les réactions officielles, des intervenants, de cette époque? Alors, donc là, on passe à la nouvelle formule, hein, on est bien d'accord. Mmh. Donc, les réactions des intervenants officiels. D'abord, je dirais que euh, l'ANSM a été surprise que ça pose problème. Il y a eu une première réunion qui a été faite, c'était une réunion téléphonique, début juillet, donc alors que la nouvelle formule avait commencé à être substituée à partir de mars-avril. Début juillet, une première réunion, mais moi j'avais déjà les informations recueillies sur le terrain par l'Association française des malades de la thyroïde en juin. Et en juin, on avait déjà, compte tenu de l'importance des plaintes, établi un questionnaire qu'on avait prévu d'envoyer aux patients, qui a du reste été diffusé par le Thyro Journal, qui est le journal de l'association, de façon à essayer de comprendre ce qui se passait. Donc déjà, il y avait une idée d'analyser, non pas les causes, mais de constater ce qui se passe. Euh, Très bien. Donc en voilà. fait, vous constatez cliniquement par, observation qu'il y a des problèmes. C'était quoi ces problèmes en fait? Ces problèmes, ça allait aussi bien de les crampes, les pertes de cheveux, enfin euh, ça pouvait correspondre soit à des hyperthyroïdies, soit à des hypothyroïdies, mais des formes frustes plutôt. Et puis il y a quelques cas qui étaient manifestement avec des hypothyroïdies patentes, des choses comme ça, ou voire même des hyperthyroïdies. Mais paradoxalement, ce qu'on attendait, c'était plutôt des hyperthyroïdies Mmh. au départ. Or, la suite montrera qu'il y avait davantage d'hypo que d'hyper. C'est l'inverse qui s'est passé étonnamment et tu vas nous expliquer tout ça. Du coup, les soignants se rendent compte qu'il y a, très probablement un souci. Les messages officiels sont plutôt rassurants à cette époque. On arrive quand même à mettre la mention non substituable. Bon, il y a quelques Non, av le non substituable, je suis en train de te parler de la nouvelle formule. Non ah oui, substituable, c'était tout à dans fait. les années 2009-2010, hein. Tout à fait et là, on est en Voilà, 2017, je le rappelle. 2017. Oui. Du coup, en 2017, quand les soignants se rendent compte qu'il y a ce type de souci, quelles ont été les premières démarches concrètes de l'Association française des malades de la thyroïde? Parce que vous avez, pu mettre en œuvre des investigations scientifiques parfois très poussées. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Quelle méthode d'analyse et quel laboratoire avez-vous sollicité pour essayer de prouver scientifiquement qu'il y avait un problème avec cette, nouvelle formule? Voilà, alors je vais aller même un petit peu en amont, c'est-à-dire que dans un premier temps,
on avait évidemment foi dans les efforts que pouvait faire l'ANSM. Donc on s'est adressé à l'ANSM pour leur dire, il faut quand même essayer d'avoir des explications à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fabrication? Est-ce qu'il n'y a pas les excipients, ils ont beau être sans effet adverse évident, il n'empêche quand même qu'on ne sait pas forcément ce qui se passe dans le médicament, et il faut aussi s'intéresser aux malades, parce que c'est bien beau de s'intéresser aux statistiques, il y a aussi les malades. Et dans un premier temps, on a donc incité la NSM à demander à ces laboratoires de vérifier un certain nombre d'impuretés qui pouvaient être présentes. Et c'est dans un deuxième temps, voyant qu'on n'arrivait pas à sortir de la routine des contrôles de l'ANSM, il y a des listes de dosage que fait l'ANSM de façon à ce que tout soit sûr, toute médication soit sûre. Compte tenu du fait qu'on avait une situation quand même inexpliquée par les examens de routine et par l'assurance donnée par la NSM et le laboratoire qu'il n'y aurait pas de difficulté à substituer, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à chercher. Et comme on n'arrivait pas à faire sortir des rails de la routine, on est allé ailleurs. D'abord, on est parti à la recherche de nanoparticules et d'éléments traces. Pourquoi les nanoparticules? C'était parce que j'étais à peu près sûr que si on parlait de nanoparticules, ça allait être relayé par les médias et que dans ces conditions, on risquait d'attirer l'attention des laboratoires. Autrement, si on avait parlé en termes d'éléments traces, on aurait eu à nouveau les laboratoires de la NSM qui se seraient concentrés sur les éléments traces de routine, de pharmacologique, et rien d'autre. Donc on est parti par là. Puis la deuxième étape, ça a été de s'adresser, donc là on était sur un laboratoire italien. La deuxième étape, ça a été de s'adresser à un laboratoire américain, où alors là, le principe était le suivant. Il existe deux formes de thyroxine. La lévothyroxine qui est utilisée médicalement et la dextrothyroxine qui n'a pas exactement le même profil d'activité biologique et qui est évacuée évidemment du traitement des hypothyroïdiens, en tout cas des traitements des problèmes thyroïdiens. Et on a donc fait faire des études en colonne chirale qui permettent de séparer les composés dextrogir, les composés lévogir, etc. Et là, on a mis en évidence un pic dextrogir qui posait un problème. Il est évident que pour arriver à se lancer dans cette opération-là, il fallait des financements. Et ça coûte, notamment quand on veut des standards de lévothyroxine, ça coûte très cher. Donc on s'est arrêté à la mise en évidence de ce pic dont on demandait l'explication à l'ANSM. Excellent. Alors, je me permets de faire une petite pause, un petit rappel, simplement pour souligner ce rôle absolument fantastique que vous avez eu, de ne pas vous contenter des explications. On est un métier où on fait de la science, on dispose des outils qui nous sont imposés, ne serait-ce que par la technologie. Et vous avez eu à cette époque-là l'intime conviction que les outils dont disposait en l'occurrence la NSM, qui vous répondait que le bilan standard était correct, bien, vous avez eu déjà l'intuition qu'il fallait aller un petit peu plus loin et que la réalité nous laissait penser qu'il y avait vraiment un problème. Et donc, si le rapport standard nous répondait qu'il n'y avait pas de problème, bien, il fallait peut-être chercher d'autres outils, d'autres technologies. Et c'est vraiment la démarche scientifique de base. Et il faut vraiment le saluer parce que je trouve ça extrêmement intéressant dans cette histoire. Donc, au début, vous pensiez aux impuretés, on vous répond qu'il n'y en a pas. Donc, vous allez vous-même démarcher des laboratoires pour se poser la question des nanoparticules et puis de ce fameux pic dextrogir qui serait donc contaminant, j'imagine, dans les médicaments, qui n'aurait rien à faire ici. Et du coup, donc, vous avez été financé par qui? Les malades. Par les malades. C'est-à-dire,
les, les malades qui cotisent, les adhérents à l'Association française des malades de la thyroïde, c'est leurs cotisations qui ont payé ça. C'est C'est-à-dire, fantastique. cette association ne bénéficie d'aucune subvention. Elle a tenu à garder son indépendance absolue vis-à-vis des laboratoires, de la puissance publique, etc. Donc, ça représente vraiment les malades et il n'y a aucun moyen de pression sur cette association qui représente les malades. C'est magnifique. Est-ce que tu peux me raconter les principales difficultés? Parce que j'imagine qu'elles ont dû être immenses. Est-ce que tu peux me raconter les principales difficultés que vous avez rencontrées pour obtenir des résultats fiables, pour avoir accès à ces différentes techniques? J'imagine que vous alliez avoir des réticences, des pressions. Est-ce que tu peux Oui. brièvement me dire quelles étaient les principales difficultés? Alors, la première difficulté, ça a été d'avoir l'étude de bioéquivalence sur laquelle est fondée l'introduction de la nouvelle formule qui était, à entendre les autorités et le laboratoire, substituable sans aucun problème à l'ancienne. Donc, on a fini vers le mois d'octobre, quelque chose comme ça, donc ça fait plusieurs mois après le début, on a obtenu les résultats de cette étude de bioéquivalence. Et je me souviens que à la Direction générale de la santé, quand on nous a présenté sur table les résultats, j'ai sauté au plafond, et j'étais le seul d'ailleurs au passage, en disant mais ce n'est pas possible. Une étude avec un tel nombre de malades, c'était considérable, c'était 216, si ma mémoire est bonne, 216 malades, alors que d'habitude on en a 20, 40, 50, mais pas plus. Pourquoi? Puis deuxième chose, quand on regarde les coefficients de variation qui comparent l'ancienne et la nouvelle formule, finalement, je trouvais que les coefficients de variation étaient considérables, sachant que plus l'effectif est important, plus en théorie, par calcul, le coefficient de variation diminue. Donc là, on avait deux choses qui me gênaient, et une troisième chose, c'est le principe même de l'étude de bioéquivalence. Pour un médicament à marge thérapeutique étroite, on donne 600 microgrammes de lévothyrox quand la dose thérapeutique habituelle pour la plupart des patients se situe aux alentours de 100 microgrammes, la dose moyenne, disons, donc 6 fois la dose. Or, plus la concentration qu'on mesure dans le sang est élevée, plus les coefficients de variation diminuent. Donc, on était dans une optique déjà qui était un peu, qui sous-estimait à mon avis les risques, et je rajoute enfin qu'il n'y avait pas eu de correction du taux de base, c'est-à-dire on rajoutait à ce qui était introduit sous forme de médicaments le taux de base fabriqué par la thyroïde en place pour des volontaires sains, parce que ces études sont faites sur les volontaires sains et pas les malades. Une bioéquivalence, elle est faite sur des volontaires sains. Donc, on est dans tout à fait autre chose que de la clinique. Ce qui m'a amené à dire que cette étude de bioéquivalence, ce travail aurait été refusé dans toute revue clinique à comité de lecture. Et je complète ton propos pour souligner le fait que tout ça n'a été permis que grâce à ton travail, à tes différentes casquettes, parce que non seulement tu soignes, tu es médecin, mais tu connais aussi la pharmacie et la biochimie, et également l'épidémiologie, c'est-à-dire quand on te présente des articles et des études, tu as un regard extrêmement critique sur le sujet, ce que tout le monde n'a pas, et donc c'est grâce à tout ça que tu as pu quand même faire la synthèse et puis essayer d'aller un petit peu plus loin et de pas te contenter des papiers qu'on te présentait. Exactement. Alors, pour la petite histoire aussi, au début de ma carrière, on m'avait chargé de mettre en place, ou en tout cas de collaborer à la mise en place du dépistage néonatal de l'hypothyroïdie. Et puis, j'avais évidemment repéré sur la partie santé publique, évidemment, beaucoup de choses.
dans le détail qui n'a rien à voir. Quand vous voyez des papiers buvards pour les tests néonataux mis sur un radiateur pour faire des économies de courrier, vous sautez au plafond en vous disant ça marchera jamais, effectivement. Donc voilà, donc j'ai vu beaucoup de choses, donc ça permet effectivement d'avoir le recul. C'est bien, On je voulais le recherche- souligner parce que c'est quelque chose de rare maintenant d'avoir cette transversalité. D'ailleurs, le système et les études de médecine nous poussent à travailler en silo, en organes, en spécialité, et ça nous empêche d'avoir cette vision un petit peu transversale de la santé, de la médecine, et puis de critiquer les papiers quand on n'est pas épidémiologiste, de critiquer une composition biochimique d'un médicament quand on n'est pas pharmacien. Et je trouvais cette notion extrêmement importante. Pour résumer, Jacques, est-ce que tu peux nous résumer les différences les plus marquantes entre l'ancienne et la nouvelle formule du lévothyrox à cette époque alors? D'accord. Alors, je vais d'abord parler de la formule de 2017, hein, Mmh. c'est l'introduction de la nouvelle formule. La nouvelle formule avait, enfin a toujours d'ailleurs, à l'intérieur de sa composition, le principe actif qui est le lévothyrox, qui n'a pas bougé en quantité par rapport à l'ancienne formule, et par contre, deux excipients qui n'existent pas dans l'ancienne formule, qui sont l'acide citrique, notamment, et le mannitol, euh, alors que dans l'ancienne formule, c'est du lactose. Et ce qui nous a été dit, c'est que c'était deux excipients qui n'avaient pas d'effet notable. Par contre, que le lactose, euh, il existe des intolérances au lactose, il peut avoir des effets notables. Bon, notoires, on dit exactement. Mmh. Pour moi, le lévothyrox, ça pose effectivement quelques problèmes très importantes intolérances au lactose, mais pour l'ensemble de la population, c'était vraiment très, très négligeable, hein. Donc pour moi, ce n'était pas une raison suffisante pour changer la formule, ce d'autant plus que ce que demandait l'ANSM, la FSAPS au départ, c'était simplement un resserrement des quantités de principes actifs, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit autour de la valeur cible plus ou moins 10%, ce soit plus ou moins 5%. Et pour quelle raison? C'était simplement pour, en théorie, assurer une meilleure reproductibilité pour les malades, sauf que, en fait, il y a eu vraiment un changement de formule. Alors, ceci étant, on est donc allé à l'intérieur du comprimé pour comprendre ce qui se passait. On savait que la bioéquivalence individuelle, enfin, il n'y avait pas de bioéquivalence au niveau individuel, ça a été démontré par un papier beaucoup mieux que je ne l'aurais fait par, j'ai un trou de mémoire là, Concordet. Concordet OK. et Touten. Et pour eux, ils arrivaient aux mêmes conclusions que celles que j'avais dites précédemment à la Direction générale de la santé. Donc pour moi, on était sûr de notre coup. Et le deuxième aspect, c'était le contenu du comprimé. Qu'est-ce qui pouvait se passer dans ce comprimé alors qu'au départ, tout était parfait. Donc on a cherché des laboratoires français. Malheureusement, on n'a pas été très aidé. Il y avait le contexte nocebo qui était sorti du chapeau. C'était une opinion transformée en vérité, en fait, à force d'être répétée. Mais pour moi, c'était qu'une croyance. Ce n'était Mmh. pas autre chose qu'une croyance. Donc, à l'intérieur du comprimé, on a pu quand même obtenir qu'il y ait un chercheur toulousain qui commence à chercher. Il a voulu donner ses résultats, il avait trouvé les impuretés, il travaille au CNRS, et dans la mesure où il n'avait pas suivi les circuits habituels de sa hiérarchie, on ne lui a pas permis de publier ses résultats qui montraient quand même des pics d'impureté. Voyant cela, évidemment, on n'est pas resté inerte et les efforts ont été faits pour essayer de trouver une solution à l'étranger si le CNRS ne pouvait pas publier ses résultats.
L'ANSM a demandé au CNRS de faire le travail, de reprendre le travail qui avait été fait par son chercheur, qui s'appelle Garrigue, Jean-Christophe Garrigue, et a conclu que ce que le chercheur avait trouvé, c'était un artefact. Autrement dit, quelque chose introduit, mais qui n'est pas introduit au cours des analyses, mais qui n'est pas un problème vraiment physique, quoi. Là-dessus, un laboratoire spécialisé qui est en République tchèque, mais avec, quand je dis spécialisé, il y a au moins 2 références internationales primées qui cumulent les docteurs honoris causa et tout ça, qui se sont lancés dans l'histoire avec d'autres moyens que ceux qui avaient été mis en place dans notre pays, malheureusement. Et C'est là, intéressant ça. C'est intéressant en fait. Tu as été obligé de sortir de ton propre pays pour prouver ton hypothèse scientifique. voilà, c'est ça. Et là, ça a été la découverte de choses complètement inattendues. La première, des quantités considérables de phospholipides, euh, dont on ne savait pas trop au départ d'où ils venaient. En regardant bien, l'amidon de maïs euh, peut générer des phospholipides à l'intérieur du comprimé. Donc ça, c'était la première chose. Ça n'avait pas été déclaré, de toute façon, ça ne fait pas partie des excipients à déclaration obligatoire. Ça n'avait pas été déclaré par le laboratoire, mais ça a été quand même une découverte. Je pense qu'en réalité, peu de gens savaient qu'il pouvait y avoir ce genre de choses-là. Hmm. Le deuxième point, ça a été de voir qu'il y avait des réactions entre les excipients, et notamment avec le stéarate et le mannitol, et le palmitate et le mannitol. Ça aussi, ça n'était pas connu, c'était totalement inattendu, et des quantités quand même importantes. Et enfin, la troisième chose, c'est que en théorie, tout devait être stable dans le comprimé, sauf que on constatait que l'acide citrique, au lieu d'être aux concentrations indiquées, s'était effondré parce qu'il y avait eu des réactions chimiques à l'intérieur du comprimé. Très bien. Donc en fait, les différences entre cette nouvelle et entre l'ancienne et la nouvelle formule à cette époque en 2017, elles étaient bien présentes. Et ça portait principalement sur les excipients, sur la quantité de phospholipides, puis sur les réactions entre ces excipients et donc la diminution de concentration d'acide citrique. J'imagine que tu as quand même pu informer tes pairs, la communauté scientifique et le public à cette époque de ces conclusions. Quelles ont été les réactions? Alors, j'ai fait très attention parce que si ça avait été moi qui avais informé, je pense que, comment dire, il y a des moments où on a l'impression qu'on sent le soufre. Donc, ça a été publié dans une revue internationale avec les auteurs, Lucie Novakova qui est le chef de file, Jean-Christophe Garrigue qui est parmi les signataires, parce que lui-même, il n'était pas resté inerte. C'est un chercheur qui est très connu, y compris à l'étranger. Et donc, c'est publié dans une revue, et là, bon, quelques réactions, très peu. En gros, c'était ces résultats n'apportent rien. Pourquoi est-ce qu'il n'apportait rien? Parce que, en gros, les excipients, ça ne compte pas, ou si peu. Sauf qu'en réalité, tous les pharmacologues savent que c'est l'excipient qui fait l'absorption digestive, surtout sur les comprimés, qui fait la stabilité du produit dans le tractus digestif jusqu'à l'endroit où il doit se dissoudre. Donc tout ça, bon, en gros, on a vu circuler, il n'y a rien à voir. Ça a fait Euh, plouf. Ça fait plus. Donc, voyant cela, j'ai regardé un peu, ben, c'est très simple. Il y avait 2 parties dans cet article. Il y avait une partie qui comparait en fait plusieurs formules. Ça n'était pas à charge contre le lévothyrox. C'était notre idée, c'était la suivante. C'était, dans un premier temps, on essaie de récupérer toutes les boîtes de médicaments
de lévothyroxine qui posent problème, y compris si on pouvait en avoir des génériques d'autrefois. Donc on a pu récupérer des boîtes de 2015 quand même. Et on a soumis les différents médicaments récupérés ici ou là et conservés dans des conditions correctes, on s'en est assuré, on a bien fait attention à la conservation. On a fait faire les mesures sur l'ensemble des médicaments. Et dans ces conditions-là, ça a permis de voir d'une part que le principe actif reste stable dans l'ensemble, mais que par contre, il y a des évolutions des excipients. Et quand on a regardé l'évolution des excipients, on a constaté que en 2017, il y avait pas mal de palmitates et de stéarates, et que quand on allait à partir de 2018, eh bien, cette quantité avait diminué d'un facteur 5 à 10. Et là-dessus, on a été informé que les laboratoires avaient eu une extension géographique d'autorisation de fabrication qui datait de cette période-là. Et à partir de cette période-là, à partir de 2019, on constate qu'il y a 5 à 10 fois moins donc, de palmitates et de stéarates. Donc, cette coïncidence, on vous dira, elle est pour le moins troublante. Elle est troublante, oui. Elle est pour le moins troublante. Elle est troublante aussi dans la mesure où on peut repérer qu'il y a eu une étude de bioéquivalence qui a été faite en fin 2018 sur le lévothyrox du côté du Mexique, avec seulement une quarantaine, je n'ai pas été encore dans les détails, mais ça méritera d'être regardé, avec seulement une quarantaine de volontaires sains au lieu des 216. Donc, bon. C'est très intéressant, effectivement, c'est troublant, mais je te remercie. Tu exposes les faits, tu exposes les données. Après, chacun pourra en faire son idée. En 2018, Jacques, on a parlé d'une deuxième saison de cette nouvelle formule, avec peut-être moins d'effets indésirables et des procédés de fabrication modifiés. Qu'est-ce qui s'est passé à ce nouvel épisode ? Ce nouvel épisode, si je peux dire, en France, il n'y a plus de problème. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que d'autres médicaments contenant de la lévothyroxine ont été introduits. Donc, un bon nombre de patients qui ont souffert de ce médicament, enfin du changement en tout cas de formule, sont passés à des formules concurrentes, y compris d'ailleurs l'ancienne formule du lévothyrox qui a été réintroduite à la demande de Madame Buzyn, qui était le ministre de la Santé de l'époque, et qui reste sur le marché alors que ça devait être arrêté tout de suite. On espère que pour les malades, ça restera le plus longtemps possible parce qu'ils ont déjà subi les affres d'un premier changement. Ils sont revenus à l'ancienne formule. Ils ne souhaitent évidemment pas recommencer à changer encore. Mais l'impact a été considérable. C'est quand même à peu près 20%, 20-25% de malades qui sont passés sur prescription médicale de la nouvelle formule de Merck à une autre formule, que ce soit l'ancienne formule ou aux médicaments concurrents. Donc ça mesure vraiment le problème. Et après, il y a les autres aspects de ça. C'est la psychiatrisation. Moi, ça m'a fait beaucoup de mal pour les malades quand je les entendais. L'effet nocebo, c'est pour beaucoup de gens, les malades disaient eux-mêmes, on nous traite d'hystériques. C'est des femmes, on nous traite d'hystériques. C'est ça qui est captivant dans cette histoire, c'est-à-dire que toi, tu es scientifique, tu mènes et tu diligentes toutes ces recherches avec des laboratoires en Italie, aux États-Unis, en République tchèque, tu fais des papiers scientifiques, tu arrives à prouver scientifiquement qu'il y a des problèmes dans ces comprimés. Et j'ai l'impression qu'on te répond en retour qu'il n'y a pas de problème
et que c'est dans la tête des malades que se pose le souci. On nous explique que l'effet, on m'a expliqué, on nous a expliqué que le nocebo l'effet nocebo, c'était pas dans la tête des malades, c'était, des circuits neuronaux, enfin bref, un enrobage scientifique, de quelque chose qu'on ne comprend pas en réalité. Heu, disons, c'est très proche d'un effet psychosomatique. Mmh. Mais je me souviens, au départ, par exemple, les les ulcères gastro-duodénaux, moi, les cours qu'on m'a fait à la fac, Mmh. c'était exemple type de la maladie psychosomatique, Mmh. jusqu'à ce qu'on les traite avec des antibiotiques. Jusqu'à qu'on découvre que ça soit Helicobacter pylori, quoi. Voilà, mais Ouais. c'était psychosomatique. Mais c'est vrai que je me mets à ta place, ça doit être incroyablement frustrant de ne pas avoir la réaction saine qu'on attendrait des institutions, des gens qui sont censés réguler de la santé publique, à prendre en considération des données sérieuses pour adapter une politique, en fait. Et là, on fait tout l'inverse. Et ça doit être, assez terrifiant de constater ça. Je crois que oui, c'est assez terrifiant, c'est-à-dire surtout, cette crise, elle est survenue dans un contexte particulier aussi. C'était juste avant le mois de juillet-août que ça a commencé. Les médecins comme les autres, ils ont le droit de prendre quelques vacances, Mmh. surtout qu'ils sont peu nombreux et qu'ils sont complètement surchargés. Mais en même temps, les malades, quand c'est comme ça, quand on décide de faire un changement de formule juste avant un moment où il va y avoir une pénurie de médecins, on prépare la catastrophe en réalité. Dans les déserts médicaux, il y a des endroits, il y a des départements qui sont privés d'endocrinologues, enfin qui étaient privés d'endocrinologues à ce moment-là. Donc aucune référence possible. Le on a vu aussi, l'ANSM, qui à un moment a mis un numéro vert pour informer les malades. Les, retours que j'ai eus, c'est très simple, c'était des paroles toutes faites. On avait formé à la hâte des gens pour répondre et pour rassurer les gens, et ils se sont trouvés même débordés au point que, ils ont transféré, heu, les appels sur les numéros, de l'Association française des malades de la thyroïde, qui s'est trouvée complètement submergée et sans même qu'elle soit prévenue. C'est incroyable. On a un problème de médicaments et on met en place un numéro vert dans lequel les interlocuteurs ne sont absolument pas formés, si ce n'est pour faire de la câlinothérapie et écouter des gens qui ont de véritables problèmes dus à un problème biochimique. Est-ce que je peux te demander comment tu juges, tous ces interlocuteurs, donc même les officiels, l'industrie, voire même tes confrères et tes consoeurs qui, à l'époque, n'ont pas du tout été tendres et ont soutenu qu'il y avait pas de souci. Comment tu as vécu ça? Comment tu le vis encore et quel regard portes-tu là-dessus? Je vais dire un regard plutôt sévère. Un regard sévère, c'est-à-dire que j'ai 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 eu du mal à accepter qu'on fasse passer une croyance en vérité scientifique, hein. L'effet nocebo, pour moi, il n'a jamais été démontré. On peut affirmer quand on démontre quelque chose, mais on ne peut pas le lancer comme ça dans les médias avec force, au point que, par exemple, le rapport, de la mission flash de l'Assemblée nationale, réponde: «La crise du lévothyrox enfin résolue». Comment? Beh, grâce à l'effet nocebo. C'est circulé, il y a rien à voir. Alors quand la mission flash, quand l'Assemblée nationale dit ça, quand, nos maîtres, disent aussi, effet nocebo, heu, quand l'ANSM dit prudemment, au départ il ne va pas y avoir d'effet adverse et après évite de d'aller dans cette voie-là. Elle n'a jamais dit qu'il y avait l'effet nocebo, la NSM. Elle a été prudente, peut-être parce qu'elle savait un peu. Euh, mais quand vous avez tout ça, on ne peut pas en vouloir au corps médical d'une façon générale. On n'a que les informations qui nous parviennent. Mmh. Euh, et objectivement, quand on vous dit, comme on me l'a dit à moi, euh, malgré la critique, l'étude de bioéquivalence, non, elle est parfaitement recevable, c'est la norme, c'est comme ça.
Bon, quand je dis eh ben, il faut changer de la norme, faut utiliser autre chose, qu'on vous répond mais c'est comme ça, hein, voilà, c'est la norme. C'est-à-dire que finalement, ce qui se passe dans ces situations-là, c'est que le faible nombre de répondants aux anxiétés ou aux souffrances des malades fait que on s'appuie sur la statistique et que le malade devient une espèce d'objet dérivé de la statistique et on traite, disons, 80% des problèmes et tant pis pour les 20% qui restent. C'est une révolte, en fait. C'est une révolte des malades qui s'est produite contre un système de décision technocratique fondé sur des statistiques qui auraient dû être rejetées et critiquées au départ. Quelles leçons on peut tirer aujourd'hui de cette crise? Bon, il y en a eu une autre entre-temps, hein, il y a eu quand même, la crise du covid qui est passée entre-temps. Oui. Est-ce qu'on peut tirer des leçons aujourd'hui, de la part, des autorités de santé et même de la part, d'un médecin généraliste, en pratique ou de n'importe quel soignant? Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Alors, peut-être à juger un peu moins les gens sur les dossiers médicaux et mettre, peut-être pas juger un peu moins, j'ai tort de dire ça, juger autant sur les faits objectifs médicaux, mais savoir aussi écouter les gens et pas rejeter systématiquement ce qui est dit, même lorsqu'il y a comment dire, des éléments d'information qui ne vont pas dans ce sens-là. Il faut toujours, un scientifique doit toujours garder l'esprit d'accueil, un médecin aussi, y compris sur l'aspect humain, hein, je parle. Euh, on n'est pas. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans l'évolution qu'on a, c'est moi au départ, je suis arrivé dans des disciplines, j'étais clinicien. Ce que j'ai vu, c'est une série de techniques s'améliorer. Ça a été un progrès absolument considérable. Au passage, j'avais démontré dans les années 80, par là, début des années 90, que l'introduction des nouvelles techniques pour la thyroïde, c'est-à-dire la TSH sensible, on avait été parmi les premiers à la mettre, puis ultra sensible, les hormones libres thyroïdiennes dosées systématiquement, l'apparition du dosage quantitatif des anticorps antithyroïdiens, alors qu'avant on était dans le positif ou négatif, hein, l'apparition de l'échographie qui permettait de voir des lésions millimétriques, alors que la scintigraphie, on était au centimètre à peu près, a permis d'ouvrir une boîte noire dans laquelle on ne savait rien et d'améliorer le diagnostic de façon considérable, au point que on a vu pratiquement augmenter le nombre de pathologies thyroïdiennes apparentes d'un facteur 4 à 5, quelque chose comme ça. Rien qu'à cause de ces techniques-là, je maîtrisais, je faisais aussi un peu d'échographie. Donc, là-dessus, quand on se sert aussi de ça pour dire il y a trop de prescriptions d'hormones thyroïdiennes en oubliant ce détail-là, en disant avant on passait à côté et les gens ils étaient malades, ils ne le savaient pas mais ils en souffraient quand même, hein. Une hypothyroïdie fruste, c'est un problème. C'est très intéressant, tu poses la question de la technique et de la santé, chère à Canguilhem, je sais que tu es un amateur de philosophie. Jacques, je te remercie infiniment, on va arriver à la fin de cet entretien. J'étais vraiment honoré de pouvoir discuter de tout ça avec toi, que tu puisses me raconter toute cette histoire, que j'ai lue avec une énorme curiosité donc dans la revue du Prat suite à ta tribune. Tu soulignes le rôle incroyablement primordial de l'observation, de l'écoute, de l'observation des faits et puis du bon sens. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on nous dit, il faut toujours croire, mais peut-être vérifier. Croire et vérifier, observer, écouter. Donc je te remercie infiniment. Est-ce que tu souhaites rajouter, si tu veux, un dernier mot pour nos confrères, nos consoeurs qui vont se retrouver demain à voir plein de patients à leur cabinet défiler, qui sont, comme tout le monde, comme moi, noyés par tout un tas d'informations, par des recommandations officielles. Tu sais qu'on reçoit des mails, des tutelles quotidiennement maintenant pour des médicaments, pour des stocks, pour des recommandations de prescription, etc. Est-ce que tu aurais, avant qu'on se quitte et que je te remercie chaleureusement, un dernier petit conseil pratique pour ceux qui nous écoutent et qui soignent?
Oui, écouter les malades. C'est en général au moment où les malades mettent la main sur la poignée de la porte pour sortir, qu'ils vous disent la chose importante qu'ils n'ont pas eu le temps de vous dire avant. Donc jusqu'au dernier moment, gardez l'oreille et puis y repenser après quand on les revoit. C'est grâce à des gens comme toi que notre métier est si beau, si important et j'espère que tu as eu l'occasion d'en former d'autres comme toi, parce que le futur, je pense, nous réservera bien d'autres malheureuses surprises. Merci Jacques et à bientôt. Merci Mathieu, à bientôt.